Portrait aujourd'hui d'un artiste peintre, pas tout à fait comme les autres. Durant près de 30 ans, il a peint des Picasso, Matisse, Chagall, Modigliani, Renoir, Dufy, peint à la manière d'eux, comme l'on dit. Mais plus crûment, Guy Ribes a été un faussaire, l'un des plus prolifiques. Ses copies des intermédiaires les ont écoulées, trompant les experts ou arnaquant directement des acheteurs crédules. Avec, vous allez le voir, beaucoup d'imagination. En 2005, les policiers viennent l'interpeller. Il sera condamné à 3 ans de prison, dont un ferme. Aujourd'hui libre, âgé de 68 ans, il nous raconte son parcours, son histoire, issu d'une famille qui maniait plus le revolver que les pinceaux. Il a tenté de vivre de son art avant de basculer dans le faux, par orgueil, par dépit et bien sûr pour l'argent. A-t-il des remords, des regrets? C'est le portrait de la semaine signé Mallory Aounou, Maxime Souleville et Guillaume Salaska. Dernier coup de pinceau, dernière retouche. Guy Ribes travaille sur cette toile depuis des semaines. Le sujet y est. Bon, maintenant il faut le stabiliser. Et c'est ça le plus dur. Il y a des toiles qui sortent toutes seules. Pourquoi? Mystère. C'est là les casse-couilles, oui. Mais ça va là, elle va sortir. Je commence à la voir. À 68 ans, il vit enfin de sa propre peinture. Pendant des années, il a vécu de celle des autres. Guy Ribes était faussaire. Alors il soigne sa signature, comme pour se souvenir qu'il est désormais rangé. Si c'était un Oscar Dominguez, par exemple, de cette taille-là, ça va sans prendre hein, ce que je demande. Ah oui. Je fais la même chose avec un Picasso, mais je n'en fais qu'une par an. Vous comprenez? C'est malin, c'est 10 ans de placard. Prochain coup. Non, je suis trop vieux pour ces conneries. Pendant près de 30 ans, il a peint et dessiné à la manière des plus grands, signés sans complexe de leur nom. Renoir, Chagall, Léger, Van Dongen, Matisse, Picasso. C'est-à-dire, je me pose la question, mais Eric, pourquoi vous ne faites pas votre peinture? Ben, je faisais pas ma peinture parce qu'elle ne se vendait pas. Vous comprenez? Je préférais gagner dans la nuit ce que j'aurais jamais gagné en 20 ans. Quand tu gagnes 30 briques par jour, tu te lèves le matin, tu rêves. Hein. Maintenant, les gens viennent me voir à cause de mon passé de faussaire. Que je pense qu'ils n'achètent pas la peinture, ils achètent le personnage. Ils achètent l'histoire. L'histoire d'un voyou devenu artiste. Ou peut-être est-ce l'inverse? Sur le parcours de Guy Ribes, l'art et l'arnaque sont les deux rails d'une même voie. Il est né en 48, près de Roanne. Ses parents, proxénètes, tiennent une maison close, bientôt fermée par les autorités. La famille Ribes s'installe plus tard à Lyon, dans le quartier ouvrier de la Croix-Rousse. Et maman habitait là, le 45. Mais pas tout ça, avant tu rentrais. Elle habitait l'appartement à gauche, là. Incroyable. Elle était médium, carmélien. Une activité qui lui vaudra une petite notoriété. Madame Carmilla, votre instrument, c'est la boule de cristal. Alors qu'est-ce qu'elle nous annonce, cette boule? Je vois du chômage, alors du chômage il y en a. Je vois des catastrophes de chemin de fer, je vois des catastrophes presque. Ça pourrait mener presque à une guerre mondiale. Si on n'y arrête pas, vous voyez, si l'homme ne prend pas un peu de sagesse, je crois que ça mènera à la guerre mondiale. Elle est triste, votre boule.
Elle est triste, oui, mais elle est comme ça. Son père, lui, est du milieu. À la maison, ce sont les bandits qui défilent, pas les artistes. C'est un voyou, mon père. C'est un tueur. Je suis parti à 12 ans de chez moi. Hein. Je suis rentré, il me cassait la tête. Je ne pouvais pas rentrer, moi. Alors, maman me donnait à manger sur la fenêtre. Je partais dans les escaliers qui sont plus bas, là. Livré à lui-même, le jeune Guy passe ses nuits dans le vieux quartier de Saint-Jean. Il y trouve vite des protecteurs, macros, receleurs, cambrioleurs et même faux monnayeurs. Des fréquentations qui lui vaudront son premier séjour en prison. Mais l'enfant des rues a une passion bien à lui, le dessin et la peinture. Poussé par sa mère, il est engagé comme apprenti dans un atelier de soirée. Il a 15 ans. Mon atelier de soirée, c'était là, regarde. Moi, j'arrivais à 5 h du matin, il fallait que je nettoie les pinceaux et tout, je ferais par les couleurs pour mon chef. Vous vous rendez compte, c'était mon premier atelier. Ça sentait la peinture, il y avait de la peinture partout, des pinceaux, du papier. C'était le rêve pour moi. D'ailleurs, là, je dormais là-bas sur les tables la nuit, et je peignais pour moi la nuit. Je peignais des aquarelles, des dessins avec le matériel du patron, et j'allais les vendre sur les marchés. Jusqu'au jour où il m'a attrapé. Guirib l'a appris dans la rue. Tout s'achète, tout se vend. Alors pourquoi pas sa peinture? Dans les années 70, le voici à Paris, bien décidé à se faire un nom dans le métier. Il s'est lancé dans l'aquarelle et connaît un certain succès. J'avais mis au point des paysages de Sologne et puis des marines. Bon, j'avais jamais mis les pieds en Sologne. C'est ça qui était le plus drôle. Et ça se vendait comme du petit pain. Alors les éditeurs, les marchands sont mis à m'en commander 300 par mois, 400. J'étais une vraie machine. Je mettais exactement moins de 4 minutes pour faire une aquarelle. Je faisais le fond. Quand elles étaient humides, je tamponnais les herbes. Après, je montais les arbres. Et après, je retamponnais. Terminé, signé, emballé. Il gagne sa vie, mais il veut la reconnaissance. Or, ses toiles plus ambitieuses n'intéressent personne. Pour rivaliser avec les artistes cotés, il commence à les imiter, Chagall notamment. Un ami, imprimeur d'art érudit, et son premier critique. Et il m'a dit, pas du tout, c'est pas bon. Chagall, c'est pas ça. Je lui ai dit, explique-moi. Il a commencé à m'apprendre. Il y a des couleurs dans son visage, une couleur jaune, une couleur rouge. C'est les deux âmes, l'âme extérieure, l'âme intérieure. C'est très précis. La composition, qui est plausible ou pas plausible. Des tas de choses que tous les experts savent. 2 millions. Il progresse, s'attaque à de nouveaux peintres. Des courtiers complices y voient leur intérêt. Guirib devient faussaire professionnel. 2 millions d'euros à l'enchère au téléphone. Les gens pour qui je travaillais, c'était imprimeurs et d'autres, prenaient ça très au sérieux. Et ils se sont mis à les vendre et à les faire expertiser. Et l'argent rentrait, mais gros argent. C'était plus des aquarelles à 10 balles. Ils me commandaient par exemple un dessin de Picasso, ils allaient voir l'expert de Picasso. Ils disaient oui, c'était oui. Ils disaient non, on déchirait. C'est tout simple. C'était imparable. C'est comme un braquage à l'italienne. Un beau braquage, s'il n'y a pas de mort, s'il n'y a pas de témoin, s'il n'y a rien, tout en douceur, bravo. Tout s'est arrêté le 5 janvier 2005. Guirib ne le sait pas encore, mais il a été dénoncé. Depuis plusieurs semaines, il est surveillé et sur écoute. Ce matin-là, l'équipe du commandant Martin Parolin est en planque devant son atelier. C'est par là. C'est dans cet immeuble-là. On avait mis une surveillance sur tout le secteur, donc avec des collègues policiers ici en surveillance au cas où ils sortent, des collègues un petit peu plus loin pour assurer le périmètre. En fin de matinée, un homme passe le chercher en voiture. Sans remarquer la filature, ils se rendent dans la commune voisine,
ressortent d'un pavillon avec des tableaux et un carton. Puis déjeunent dans cette brasserie, avant de se séparer. La transaction semble établie. Les policiers décident de les interpeller. Ils ne sont pas déçus. Dans le coffre du client, ils découvrent 9 tableaux et dessins signés Picasso, Chagall Léger, Dali, Matisse et Vlaminck. Mais aussi 6 livres d'art faussement dédicacés, tous de la main de Guirib. Après le stress de l'arrestation, le stress des premières heures, des notifications et de se dire « merde, je vais passer le reste de mon temps en prison », après le dialogue se noue et très vite il a compris l'intérêt qu'il avait à coopérer dans le cadre de ce dossier. Il a compris qu'on avait peut-être beaucoup plus que les simples tableaux qu'il venait d'essayer de refourguer. Grâce à ces auditions, les enquêteurs vont remonter toute une filière. Car si Guirib fournit les toiles, il les vend rarement directement. Une dizaine de personnes se chargent de convaincre les acquéreurs. Certains jouent aux faux propriétaires, d'autres fabriquent de faux certificats d'authenticité. Quant au principal commanditaire, c'est un galeriste Prosper. Le voici filmé en 2001 pour un reportage sur le ski. Alors, mon prénom c'est Pascal, mon nom de famille c'est Robaglia, ouais. Robaglia. C'est un nom d'origine corse. D'accord. Et dans la vraie vie, à part poser des bombes, tu fais quoi? Je pose pas de bombes et je suis dans une activité de commerçant. Je suis marchand de tableaux. Ici, on oublie Drouot, les salles des ventes, les clients difficiles et on peut faire le vide et avoir un grand moment de bonheur. Il connaissait le milieu, Robaglia. Il avait déjà une très grosse clientèle. Il avait le génie pour trouver des couillons. Les couillons, c'est le petit collectionneur qui veut monter au tas au-dessus. En 2003, ce retraité est tombé dans leur filet. Amateur de peinture, il possède quelques œuvres modestes, mais rêve d'une belle signature. Il se met à fréquenter les salons d'art. Monsieur Robaglia avait d'évidence pignon sur rue. Dans les salons, en principe, il y a des experts qui vérifient la qualité des œuvres. Il allait dans les meilleurs salons parisiens. Il m'a invité assez vite à aller chez lui. Pascal Robaglia reçoit au Vésinet, banlieue huppée de l'ouest parisien. Il a fait de sa villa une galerie-exposition. La villa était, il faut dire, magnifique, 400-500 mètres carrés, je ne sais pas exactement, de très grandes pièces, très bien meublées, belles moquettes, belles tapisseries, tout ça étant fait par des décorateurs, c'était magnifique. Donc l'écran était là pour présenter de belles œuvres, et il y avait de belles œuvres. Le retraité acquiert un tableau authentique, la confiance est établie. Le galeriste le relance alors régulièrement, vient même lui présenter des œuvres à domicile. Il a des arguments. Je traque les divorces, je traque, enfin avec un peu de cynisme, hein, c'est tout à fait dans le personnage, je traque les décès de collectionneurs. Et puis contrairement aux galéristes qui stockent et prennent une marge déraisonnable, moi je me contente de petites marges, et ça tourne. C'était une démarche insistante, je dois dire, et on finit par céder. Il s'est laissé séduire par cette encre de Juan Gris, 7 800 €, et une de Braque, 31 000 €. Prudent, il a réclamé factures et certificats. Il va apprendre par la police que tout est faux. Les enquêteurs recoupent les affaires, retrouvent des victimes jusqu'ici, en Suisse. Christian Russell était un riche industriel. Il souhaitait se reconvertir dans le marché de l'art. Là, j'ai un peintre suisse, ça c'est ma collection privée, à Bossart. De son rêve de galerie, il ne reste que quelques œuvres. Ici, c'est une œuvre d'un peintre français que j'aime beaucoup. Gervex, un nu. Ça, c'est les bons souvenirs. J'étais en train de constituer ma galerie quand j'ai fait l'acquisition de ce tableau-là. Je connaissais des bons marchands à Paris, qui avaient des choses intéressantes. Des belles choses, j'étais un passionné, comme on dit. Maintenant, je suis plus réservé. Et je vais vous montrer un jeu en gris, justement, de monsieur
Rib, ce qu'on appelle une belle copie. Et pourquoi ces cadres vides? Ben, c'était la période de ma splendeur. Là, c'est un tableau, un nu de Buchet, Gustave Buchet. J'avais des bons peintres suisses encore, mais j'ai tout perdu là. Pour vivre, j'ai dû vendre. À la casse, comme on dit, à la casse. Vous laissez les cadres? Oui, parce que ça, c'est un cadre ancien d'époque. Voilà pourquoi. Lui aussi a été mis en confiance par une première toile authentique. Lui aussi a été bluffé par la villa et le bagou du galeriste. Il lui a alors acheté 5 tableaux. J'ai voulu assurer ces tableaux. Or, l'assureur me demandait les certificats, donc j'avais les certificats avec. Et quand j'ai fait vérifier les certificats auprès d'Iterley, qui est un des experts pour un des tableaux que j'avais, il s'est avéré qu'il n'avait jamais fait le certificat pour ce tableau. Il me dit, c'est un faux que vous avez entre les mains. En réalité, les tableaux étaient tous faux, mais superbement bien encadrés. Les cadres, comme vous voyez là-haut. En somme, ce qui coûtait cher, c'était les cadres. Pascal Robaglia propose un arrangement. Christian Russell renonce donc à porter plainte. Ses ennuis ne font que commencer. C'est là où c'est diabolique. Un soir, une femme qui m'appelle, qui se présente, elle me dit, j'ai une œuvre au crayon de Renoir à vendre, un format 35 par 40, donc elle parle exactement de ce qu'elle a à vendre. Études pour les baigneuses, donc un sujet qui tient la route. Ben moi j'ai plongé, on s'est vu une semaine après à Genève, l'affaire a démarré là. La rencontre a lieu dans un grand hôtel. La femme se fait appeler Christine Lefébure. Veuve d'un garagiste fortuné, elle serait contrainte de se séparer d'œuvres discrètement pour subvenir aux besoins de ses enfants. Elle était très charmante, évidemment. Moi, j'étais en instance de divorce. Il y a une petite idylle qui s'est jouée là, autour. Et elle me parlait après, ce qui était génial, qu'elle avait d'autres choses à vendre. Alors évidemment, c'est du rêve. En fin de compte, j'ai acheté la série de tableaux. Jusqu'à la fin, j'ai tout fait vérifier, mais toujours un tour de retard. L'affaire, c'était trop tard. La veuve m'a coupé le téléphone, donc elle ne me répondait plus. Et c'était pendant 2 ans la nuit noire. Je savais qu'on m'avait escroqué, mais qui? La veuve était dans la nature. C'était fini. En tout, il a remis 375 000 € à la veuve. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'après leur rendez-vous, elle retrouve Pascal Robaglia. Il lui a demandé de porter le deuil contre une petite commission. Lui attend sur les lieux pour récupérer l'argent. Christian Russell rêvait d'exposer ce nu de Balthus, ces 2 gouaches de Fernand Léger, l'étude de Renoir. Ils ont été saisis et mis sous scellé. Au cours de l'enquête, 139 toiles ont ainsi été récupérées. C'est Gilles Perrault qui a été chargé par la justice de les expertiser. Ici, j'ai des clichés UV, infrarouge et rayons X même, pour déterminer les zones qui auraient été restaurées. Ici, on s'aperçoit que sur ce tableau, les zones n'ont pas été restaurées. C'est un tableau qui a une centaine d'années. Mais ce qui est neuf, c'est la signature qui est là. Dans les zones d'origine, il prélève des pigments. Voilà. Il vérifie s'ils correspondent à l'époque et aux habitudes du peintre supposé. Ces méthodes, il les a appliquées à chaque scellé du dossier Rib. Cela a donné un rapport en 8 tomes. Très souvent, les faussaires sont des artistes qui se concentrent sur un seul ou 2 artistes ou sur une école bien précise. Et alors que Guéry, voyez-vous, c'est très éclectique. Parce que passer de Marquet à Chagall, à Picasso, à Georges Braque,
à Rouen de Cris, c'est beaucoup, hein. Alors Guirib vous a donné du grain à moudre. Oui, un peu, oui, c'est normal. C'est normal, sinon ce ne serait pas un faussaire, un vrai faussaire. Un vrai faussaire, c'est quand même quelqu'un qui travaille suffisamment bien pour troubler les amateurs d'art et quelques experts. Les experts qui ne sont pas vraiment très spécialisés dans l'artiste. Guirib réalisait rarement de simples copies. Il inventait de nouveaux tableaux qu'il localisait dans l'œuvre du peintre. Fernand Léger, par exemple. Là, on a un couple avec un bateau. Et ensuite, on cherche dans l'œuvre de Léger et on s'aperçoit qu'il a pris cette partie-là pour le couple. Et le bateau qui est là, et il a effacé tout le restant. Puis en plus, avec la signature bien apparente, avec la date, etc. Et la date correspond. C'est assez courant comme méthode de faussaire. C'est-à-dire qu'en voyant un tableau, on s'est dit tout de suite, c'est un Léger, un Fernand Léger, ou c'est un Picasso. Pourquoi? Parce qu'il prend comme des ingrédients, si vous voulez, des parties de tableaux existants, et il en fait de nouvelles compositions. Donc c'est trompeur. C'est trompeur. D'autant que le faussaire chinait du matériel d'époque, confectionnait ses propres couleurs. Sur ce vlaminck, l'expert a même retrouvé des pigments interdits depuis 1909. Mais certains faux se révèlent plus grossiers. D'accord. Alors là, nous avons un tableau de Renoir, effectivement, qui est un dessin, qui est très bien fait, hein. On voit tout de suite que c'est un Renoir avec ces deux femmes. Mais ce dessin, malheureusement, quand on le regarde en microscopie optique, on s'aperçoit qu'en dessous, il y a un dépôt d'encre. Et quand on met le dessin en lumière transparente, on s'aperçoit que c'est une page de livre qui est crayonnée. On a identifié le livre, et toutes les gravures qu'il y avait dans le livre, il les a surchargées pour en faire des faux. Je trouve que là, c'est pas très glorieux, ça, cette manière de faire. Il devait être très pressé, c'est peut-être une commande, et voilà. Guirib l'avoue lui-même. Sur la fin, il a produit sans soin, à la chaîne. Il avait besoin d'argent. Oui, monsieur Rib. C'est ce qui a causé sa perte. Bonjour. Bonjour, enchanté. Bienvenue au musée de la contrefaçon. C'est amusant. Ce musée récupère toutes sortes de contrefaçons saisies par la justice. L'art ne fait pas exception. Ici, on trouve des copies, mais aussi des toiles d'époque, dont la signature est falsifiée pour leur donner de la valeur. Ah, je connais. Vous le connaissez, celui-ci? Ça aussi. C'est marrant, il s'est retrouvé signé, celui-là. Il n'a jamais été signé. Il n'est pas signé, il est attribué à Goya et sans doute commercialisé comme tel, ce qui a constitué l'infraction. On avait des trésors. Petit Renoir, oui. Quand il s'agit de faux, Guy peut se poser en expert, sa petite revanche. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, non. Pas besoin de sortir de pinceau. Une peinture comme celle-ci. Il est très sympathique, mais c'est figé. Chagall n'a jamais vu. On sait que ce sont des faux, hein, bien sûr. Oui, mais là, il n'y a pas de photo. Bien sûr qu'on voit que c'est des faux. Comme lui, on dirait qu'il vient de tomber du trapèze, non? Non. Non? Mais alors... Mais c'est marrant, je le connais, ce tableau. Mais oui, d'après le scellé, il aurait été découvert chez vous. Il a été signé après, hein. Que j'ai jamais signé ça, moi. Très bonne idée d'avoir fait un musée du faux, mais paradoxalement, il ne peut pas y avoir de bonnes choses, vu qu'elles sont là. Qu'un bon faux, on ne le retrouve pas. Ce qui rentre dans le circuit, on ne le revoit jamais. Qu'il devient vrai. Je ne peux pas vraiment vous laisser dire qu'ils deviennent vrais. Vous exposez des faux, il y a des musées qui exposent des vrais faux. C'est-à-dire que le faux est devenu vrai. Mais je ne sais pas, il y a un historien qui a dit que dans les musées nationaux, il y aurait plus de 40% de faux. D'accord, sur les objets archéologiques, certains objets archéologiques, peut-être les momies ou les tanagras grecs, mais sur les peintures, notamment les peintures françaises, on a quand même des possibilités de reconnaître les faux. Si vous le dites. Dialogue de sourds. Pour Guirib, le faux vaut bien le vrai, tant qu'il est bien fait.
y a l'aspect moral que les gens n'acceptent pas par rapport au faux. Évidemment, c'est un délit. Bon, il y a des délits, là, c'est pas un mot de moi, c'est un mot de la police. Parce qu'on assassine personne, finalement. Première journée hier au tribunal correctionnel de Créteil d'un procès hors norme dans le milieu du marché de l'art. À la barre, Guy, 62 ans, raconte ses années de faussaire. 13 personnes sont jugées pour avoir fabriqué ou vendu, entre 1995 et 2005, des centaines de faux tableaux. Les commanditaires, les marchands d'art, les relations de Guy qui le sortaient de la dèche contre 1000 à 1500 € la toile. Quand arrive le jour du procès, la présidente avait fait ressortir, déceler les tableaux et vous arrivez quasiment comme dans un musée, dans cette salle d'audience. La première chose que tout le monde a faite, c'est de s'approcher du bureau du président et d'aller regarder au plus près, de la prendre, de la soulever. Guy était assez ému d'en revoir quelques-unes et des souvenirs comme ça, c'est pas tous les jours qu'un procès commence de cette manière-là. L'enjeu est pourtant sérieux. Le montant des escroqueries atteindrait plusieurs millions d'euros. Les prévenus sont jugés en bande organisée. Le faussaire Ribes écope de 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Principal bénéficiaire du trafic, Pascal Robaglia est lui condamné à 5 ans, la moitié avec sursis. Aujourd'hui encore, il se dédouane, il est toujours marchand d'art. Moi, je suis un peu le bouc émissaire et la victime de service, le pauvre mec sur qui on a tapé, mais je vous assure qu'il y en a des tas qui ont travaillé avec Ribes. Il a vendu des faux pendant 40 ans avec les pires voyous. Moi, j'ai vendu des milliers de tableaux dans ma vie, tout ça absolument parfait, et effectivement, j'ai dérapé en ayant quelques tableaux de Ribes. J'ai recréé une galerie, je me suis recréé un embryon de clientèle, on en reste là. Robaglia, quand je l'ai vu au tribunal, c'était un tout petit monsieur. Il a encore eu le culot de dire au procureur « Oui, mais monsieur le procureur, il faut me laisser libre pour que je puisse rembourser les clients que je les ai. » Il a été ordure jusqu'à la fin. Une belle ordure. Il vous a remboursé? Non. 900 000 €. C'est ce que les têtes du réseau devaient verser aux parties civiles. La plupart n'a rien récupéré. Le procès a surtout exposé un marché de l'art faillible, corrompu. D'abord, il faut se dire que l'instruction a duré des années et qu'au bout d'un moment, le juge a décidé de la fermer et d'arrêter les investigations parce que toutes les semaines, des nouveaux tableaux arrivaient et au bout d'un moment, voilà, vous savez que plus le temps va passer, plus les faux vont ressortir et plus le dossier va devenir énorme. Donc on a arrêté arbitrairement la ligne à, je crois, 140 œuvres à peu près, en sachant pertinemment qu'il y en avait au moins autant, si ce n'est le double, même le triple, qui circulait encore dans la nature. Il n'est pas impossible qu'aujourd'hui même, dans une salle de vente quelque part en France, un Ribes se soit échangé pour le prix d'un vrai. Guy Ribes affirme avoir sévi pendant 30 ans. La justice n'a pas tenté de retrouver ses faux plus anciens. Combien de tableaux de dessin ont changé de main, pris de la valeur? Combien sont passés en salle des ventes, ont été authentifiés, par erreur ou par intérêt? Ce mystère entretient la légende que Guy Ribes se construit. Il affirme que ses œuvres sont partout, dans des collections privées en France, à l'étranger et même dans des musées. On connaît au moins 3. 3 dans un musée et 1 dans un autre. Vous pouvez pas nous dire où, j'imagine? Ben non, mais ils sont certifiés. Je connais leur histoire, ils ont été certifiés béton. Il faut pas toucher un tableau qui est déjà expertisé, en fait. Qui est déjà authentique. Eh ben voilà. Point. Vous avez tout dit. Pourquoi? Parce que c'est de l'oseille. Manet. Une galerie qui se ramasse un faux, vous croyez qu'elle va porter plainte? Pensez bien que c'est la mafia. No comment. Le monde de l'art se règle dans le monde de l'art. Ah. Faut laisser le rêve accroché au mur. Ah oui. Je vous dis, c'est une magie, tout ça. Faut garder ce côté magique. Comme dans beaucoup d'histoires, dans beaucoup de choses. On ne saura jamais. Rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est que les balayer, oublier, je me fous du passé. Avec
avec mes souvenirs. Voilà pour ce portrait. Sachez que Guy Ribes a publié son autobiographie en 2015, autoportrait d'un faussaire aux presses de la Cité. Rendez-vous ce soir à 20h, toute l'actualité. Et puis nos invités, Claude Lelouch, Elsa Zilberstein et Jean Dujardin pour la sortie d'un très beau film, 1+1. On parlera d'amour et de cinéma. Un rappel, n'oubliez pas le 36-37, le compteur du Téléthon est actuellement à plus de 17,5 millions d'euros, vous le voyez. Et il est donc en train d'évoluer. À tout à l'heure, 36-37.